Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chesville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. La semaine dernière, je vous avais parlé d'Haïti. Cette semaine, nous allons rester en Amérique pour évoquer la situation au Brésil. En effet, la prestation de serment de Luiz Inácio Lula da Silva comme président de la République fédérative du Brésil, le 1er janvier dernier, avait été reçue avec beaucoup de soulagement par le monde entier. Depuis sa victoire serrée au second tour de l'élection présidentielle, le 30 octobre 2022, tout le monde retenait son souffle. Le président sortant et battu, Jair Bolsonaro, n'allait-il pas tenter de profiter de la longue période de transition pour tenter de contester, voire même d'inverser le résultat de l'élection afin de se maintenir au pouvoir? Fomenterait-il un coup d'État avec l'appui au moins d'une partie de l'armée? S'il n'a pas félicité le vainqueur, Bolsonaro n'a pas non plus cédé à la tentation d'engager le Brésil dans une aventure anticonstitutionnelle. Il a préféré garder le silence, se contentant d'enregistrer une vidéo d'adieu juste avant de quitter le pays, 2 jours avant l'expiration de son mandat présidentiel. Ses partisans, et ils sont nombreux, ne sont pas restés inactifs durant les 2 mois de transition. Eux ont clairement exprimé leur rejet total du résultat de l'élection et ils ont tenté de bloquer le pays en installant des barrages routiers sur les principaux axes, les principales routes du Brésil. Ils ont aussi campé devant l'entrée des casernes en appelant ouvertement les militaires à sauver le Brésil en s'emparant du pouvoir comme ils l'avaient fait en 1964. Mais à leur grande déception, l'armée est restée sourde à leurs appels et muette. Elle n'a pas bougé et la prestation de serment de Lula a pu se dérouler normalement le dimanche 1er janvier à Brasilia. Normalement ou presque, car le président sortant n'était pas présent pour ceindre son successeur de l'écharpe verte et jaune, symbole de la fonction présidentielle, comme le voulait la tradition républicaine brésilienne. Bolsonaro était à Orlando, en Floride. Pour remplacer le sortant, une solution originale avait été trouvée. Une délégation de quelques personnes a escorté le président élu depuis le Congrès, où il a prêté serment sur la Constitution, jusqu'au palais de l'Aurore, où l'écharpe présidentielle lui a été solennellement remise par une citoyenne issue de la délégation. Cette délégation, signalons-le, était composée d'un ouvrier, d'un enfant, du célèbre cacique Raoni, dont j'ai souvent parlé sur ces ondes, d'un handicapé, d'un afro-brésilien et d'une femme, et elle était censée représenter le peuple brésilien dans sa diversité sociale et raciale. Lula a ensuite prononcé un discours reprenant les thèmes qui lui sont chers et promettant de tourner la page sur 4 années de fractures et de reculs sociaux. Privé de majorité parlementaire, Lula a mené de difficiles négociations avec les partis du central, du centre, reconnaissant que, je le cite, « former un gouvernement est plus difficile que de gagner les élections ». Le gouvernement qu'il a réussi à former compte 37 ministres, contre 23 sous la présidence Bolsonaro. Les ministères ont été démembrés et, selon Rui Costa, ministre de la Maison civile, les coûts et le volume des dépenses seront les mêmes, quel que soit le nombre de ministères. La parité, quant à elle, n'a pas été respectée, avec 11 femmes nommées, ce qui est cependant beaucoup plus que dans le gouvernement Bolsonaro, qui n'en comptait que 2. Les formations conservatrices,
tels que le Parti démocratique social et l'Union Brésil, obtiennent de nombreux ministères: agriculture, énergie, communication, tourisme, transport, ville et planification. En revanche, la majorité des ministères clés, économie, affaires étrangères, justice, défense, éducation, travail, reviennent à des figures de gauche engagées de longue date aux côtés de Lula. L'écologiste Marina Silva a fait son retour au ministère de l'Environnement et Sonia Guajajara, figure de la lutte pour les peuples autochtones, a été nommée au très symbolique ministère des peuples indigènes. Lula et son gouvernement de large union devront composer avec un congrès national toujours morcelé, mais davantage marqué à droite que lors des précédentes législatures. Le Parti libéral de Jair Bolsonaro s'était en effet imposé comme la première force politique lors des élections parlementaires, qui ont eu lieu en même temps que les présidentielles, et qui ont vu le Centrão renforcer sa domination et la coalition Brésil de l'Espoir, menée par le Parti des travailleurs de Lula, arriver en deuxième position, mais avec seulement 16% des sièges. Un autre obstacle à la mise en place des politiques environnementales est le puissant lobby lié à l'agrobusiness qui est très présent au sein de la Chambre des députés et au Sénat, selon l'historienne Anaïs Fléché. La large ouverture du gouvernement, qui va de la gauche radicale à la droite, expose aussi celui-ci à des conflits internes, notamment entre le ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture, qui est beaucoup plus proche du groupe des ruralistes du camp de l'agrobusiness. Dans les heures qui suivirent sa prise de fonction, Lula adopta une série de décrets et en révoqua certains de son prédécesseur. Il a ainsi réactivé le Fonds Amazonie, publié un décret visant à combattre la déforestation, et en a abrogé un autre autorisant l'exploitation minière dans les zones autochtones et les zones protégées au niveau environnemental. D'autre part, il a limité l'accès aux armes et suspendu la privatisation de 8 compagnies publiques, dont la pétrolière Petrobras et la poste brésilienne. Sur le plan social, il a prolongé le programme Bolsa Familia, qui vient en aide aux familles les plus pauvres, et augmenté le salaire minimum. Il a aussi lancé la création d'un nouveau programme baptisé Pro Catador, qui promeut et améliore les conditions de travail des éboueurs. Mais dimanche dernier, le succès de la transition et de la prestation de serment a failli être remis en question lorsque des hordes d'individus armés de gourdins et parés du drapeau brésilien ont envahi et saccagé les sièges des 3 pouvoirs à Brasilia. Ces gens, se définissant comme patriotes, espéraient toujours que l'armée finisse par s'emparer du pouvoir, comme en 1964. La démocratie brésilienne était humiliée et mise à mal par quelques milliers de partisans de l'ex-président qui prenaient plaisir à se prendre en photo, paradant dans les couloirs et les salons du palais présidentiel ou dans la grande salle de l'Assemblée, où certains allèrent jusqu'à s'asseoir dans le fauteuil du président du Congrès. Plusieurs centaines de manifestants se livrèrent à des actes de vandalisme et de destruction au sein du palais du Planalto, siège officiel de la présidence de la République, le tout complaisamment filmé avec leur téléphone portable. Mais quand on veut faire un coup d'État, on l'organise sérieusement. Je le sais pour en avoir vécu quelques-uns. On essaie, en particulier, de s'emparer de la personne du président de la République, ainsi que de la radio et de la télévision. Or, les scènes auxquelles on a assisté dimanche en direct à la télévision
prouve le degré d'amateurisme et d'impréparation des manifestants. Pourquoi s'emparer d'une Cour suprême et d'un congrès vide en dimanche? Pourquoi envahir un palais présidentiel également vide? Le président ne se trouvait pas dans la résidence présidentielle. Il était en visite à Sao Paulo. Lors d'une conférence de presse, Lula a réagi en promettant que les vandales fascistes seraient punis et en condamnant une attaque sans précédent dans l'histoire du Brésil. Dans la soirée, alors que la police militaire parvenait à repousser les manifestants hors des lieux de pouvoir, le président Lula signait un décret autorisant le déploiement de l'armée dans le quartier de la place des Trois Pouvoirs à Brasilia. Le spectacle offert par ces vandales manipulés est sans doute affligeant, d'autant que du fait du décès du grand footballeur Pelé, la prestation de serment de Lula et son entrée en fonction étaient presque passées inaperçues dans les grands médias internationaux. Pourtant, le discours prononcé ce jour-là à Brasilia par le nouveau président, ses premières décisions et la formation de son gouvernement envoyaient au monde des signaux forts. Ils indiquaient que le Brésil prenait un nouveau départ et tournait définitivement la page sur des années désastreuses marquées par les discours démagogiques et populistes d'un président incompétent qui ne fit qu'aggraver les profondes divisions fracturant la société brésilienne. Divisions entre riches et pauvres, bien sûr, mais aussi entre un sud urbanisé et développé et le reste du pays, entre une élite d'origine européenne et les autres, entre les églises pentecôtistes et leurs adeptes, soutiens de Bolsonaro, et les autres, entre gros intérêts de l'agroalimentaire et du grand élevage bovin et les peuples autochtones dépossédés de leurs terres ancestrales, entre ces mêmes intérêts et l'impérieuse nécessité de préserver la grande forêt du bassin amazonien. La mégestion, comme on dit au Congo, durant ces 4 années, ont été tragiquement illustrées par la manière dont le Covid-19 a été géré par un président qui n'a eu de cesse que de relativiser la gravité de la maladie et mettant ouvertement en doute l'efficacité des vaccins. Rappelons que cette maladie fit plus de 680 000 morts au Brésil. Nous avons tous en mémoire ces terribles images d'immenses cimetières créés à la va-vite, avec leurs milliers d'humbles tombes fraîchement creusées. L'arrivée au pouvoir de Lula aurait dû permettre d'oublier tout cela et de regarder vers l'avenir, un avenir qui devrait être prometteur pour cet immense pays, riche en ressources naturelles et humaines et qui pourrait devenir une superpuissance de demain. Malheureusement, ce sont les lamentables événements du dimanche 8 janvier qui ont marqué durablement l'opinion publique tant brésilienne que mondiale. Une fois l'ordre rétabli à Brasilia et dans les grandes villes du pays, une fois les campements bolsonaristes démantelés, les questions abondent. Comment un tel rassemblement de milliers de partisans de l'ancien président, venus de tout le pays, a-t-il été possible? Comment a-t-on pu affréter des centaines d'autocars pour les amener à Brasilia? Comment ces manifestants ont-ils pu pénétrer si facilement à l'intérieur des édifices abritant les sièges des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire? Pourquoi les forces de l'ordre, censées garder et protéger ces bâtiments, n'ont opposé que très peu de résistance face à ces hordes déchaînées? Même si les événements de dimanche dernier m'ont choqué comme tout le monde, je n'ai pas été complètement surpris. Sur ces ondes, en novembre et décembre, c'est-à-dire durant la période de transition, j'avais dénoncé le financement de rassemblements bolsonaristes par les fazenderos et les patrons de l'agroalimentaire. Je savais comment des jeunes issus des peuples autochtones avaient été payés et transportés en autocar depuis le Mato Grosso jusqu'à Brasilia. Comment
ils avaient été manipulés et instrumentalisés par des individus sans scrupules. Je faisais d'ailleurs état de ces manipulations dans mon dernier livre, publié en décembre, De la Corse au Mato Grosso. Cependant, une fois que Lula a prêté serment le 1er janvier, j'avais pensé, comme tout le monde, que le danger s'était éloigné et que les forces démocratiques l'avaient emporté. C'est pour cela que j'ai malgré tout été surpris par les événements du 9 janvier. Lula semble avoir repris la situation en main. Peut-être même sort-il renforcé de cette crise, puisque, avec sa prompte réaction, il est parvenu à susciter une certaine unité nationale derrière lui. Le camp bolsonariste est à présent affaibli, discrédité et même divisé, puisque certains de ses gouverneurs, députés et sénateurs ont fait preuve de loyalisme et ont clairement condamné la tentative de subversion et les saccages de dimanche. Même l'ancien président, depuis la Floride, s'est cru obligé de condamner, du bout des lèvres, ces événements. Espérons donc que la crise est passée, même si l'alerte a été sérieuse. Il appartient maintenant à l'ancien métallurgiste Lula da Silva de prouver, par ses actes et les décisions de son nouveau gouvernement, que l'opinion mondiale a eu raison de le soutenir et de montrer que la démocratie brésilienne, qui a su résister aux dérives bolsonaristes, est bâtie sur des fondations solides. Pour conclure cette émission, je voudrais vous laisser, chers auditeurs, avec Alex Pilar et Eliana Ribeiro qui interprètent un chant intitulé Bendita Maria, ou la bienheureuse Mère Marie en français. Et je vous dis à la semaine prochaine. Foste a escolhida de Deus.